bien le bonjour. Coucou. Merci à toutes et à tous d'être là à cette heure. On va pas si tardif, vous devriez être réveillés quand même. On va parler d'autres aujourd'hui. Donc moi je suis Geoffroy Coupry, je bosse chez Apollo sur du routage GraphQL et l'authentification et l'autorisation c'est un sujet qui m'intéresse depuis un certain nombre d'années. Et moi je suis Clément, je bosse chez Bellroy, c'est une boîte australienne qui fait des sacs, des portefeuilles, tout ce qu'on porte avec nous. Et pareil, l'autre, c'était mon sujet principal dans mon boulot précédent, j'ai passé 4 ans là-dessus, c'était rigolo. Alors, on va parler d'hôtes. Hôte, c'est un terme pas forcément clair. Et en plus, il y a plein de concepts et ils se recoupent tous un peu. Toute solution technique qui essaie de faire une séparation claire entre ces concepts, en général, ça va vous emmerder. Donc s'il y a des concepts qui semblent un peu différents mais qui se recoupent, c'est normal, c'est pêle-mêle. Pour les jeunes, ça s'appelle la cité de la peur, vous pourrez demander à vos vieux collègues. C'était un truc qui était cool à notre époque. Dur. Alors, quand on parle d'hôte, déjà on a une première confusion. On voit les termes authn, authz qui se baladent. Authn, c'est pour authentication, authentification. Authz pour authorization. Ce sont deux concepts qu'on aimerait bien séparer, mais en fait, il y a pas mal d'overlap entre les deux. L'authentification, c'est on veut prouver qui on est. Mais alors déjà, qui on est? Qu'est-ce que c'est que le concept d'identité? Est-ce que vous allez à chaque site présenter votre carte d'identité pour dire regardez, c'est bien moi? Alors, tout le monde a, je sais pas, votre Facebook va aller se connecter à France Connect. Hein, vous mettez votre identifiant des impôts pour aller sur Facebook. Non, ça n'a aucun sens. Une identité, c'est quelque chose de très fluide. C'est quelqu'un a déjà vu votre email, sait que vous pouvez envoyer un email de là, donc sait que c'est vous. Quelqu'un reconnaît votre façon de parler sur IRC et sait que c'est votre personne. C'est basé sur la reconnaissance par une machine, par une autre personne, et une identité s'ancre au travers de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quelqu'un vous reconnaît ayant cette identité. Il y a un service qui sait que cet email est à vous. Il y a quelqu'un qui sait que votre être est ça. Mais vous, en tant que personne, vous pouvez avoir des milliers d'identités différentes selon à qui vous vous présentez. Et donc l'authentification, la difficulté, c'est d'avoir une personne, une machine, un programme qui se présente et de reconnaître que c'est bien le même qu'avant. Et donc ça se présente généralement par ce qu'on peut vérifier avec une machine, c'est-à-dire soit une donnée qu'on connaît, un mot de passe, quelque chose comme ça, ce qu'on possède, ça peut être une clé du hardware, ou ce qu'on est, et c'est là où on tombe dans la biométrie, l'iris, les empreintes digitales, ce genre de choses. Et donc tout ça se mélange un petit peu pour que, à la fin, on dise bah voilà, j'arrive à me présenter quelque part et on me reconnaît. Et après, on passe aussi au concept d'autorisation. Et donc, dans toute cette confusion, il y a un certain nombre de mots compliqués qu'on voit apparaître à droite à gauche. Alors, tout ça, cette terminologie, ça a été bien influencé, notamment par SAML, que malheureusement on utilise encore. Bon, c'est très bien, mais c'est un peu compliqué. Un principal, c'est un agent, c'est une personne, c'est une machine, c'est un programme, c'est quelque chose qui a besoin de s'authentifier. Un identity provider, je vous dis, une identité s'ancre sur quelqu'un qui peut la valider. Donc ça peut être quelqu'un qui est capable de vérifier votre carte d'identité, ou quelqu'un qui a fabriqué votre carte d'identité, ou quelqu'un qui peut vérifier que votre email est bien à vous. Le service provider, c'est ce à quoi généralement on essaie d'accéder. IAM, Identity and Access Management, c'est un ensemble de systèmes qui gèrent de l'identité, mais aussi la liste des accès à tel ou tel service. Et SSO, le Single Sign-On, donc le fait de pouvoir prendre une identité qui est sur un système et s'en servir pour se présenter à d'autres. On va commencer par un cas d'usage simple. J'ai envie de me login sur un site. Donc par exemple, voilà, vous avez 15 ans en l'an 2000, vous avez envie d'aller taper les lyrics de Linkin Park sur votre Skyblog, et vous arrivez là-dessus, ah mince, mais il faut que quelqu'un me reconnaisse, parce que c'est mon identité d'aller faire des lyrics de Linkin Park sur l'internet, quoi. Donc, là, l'idée, pour un cas simple d'identité, on s'identifie avec un user, enfin un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et ça, typiquement, ça ne va pas dire votre identité au sens de l'État français, c'est juste que vous êtes la même personne que la personne qui s'est inscrite. Donc pour faire ça,
on peut envoyer l'identifiant et le mot de passe à chaque appel. En query param, c'est pas foufou, mais ça peut le faire. Donc, peut-être qu'on veut aller un petit peu plus loin, et peut-être qu'on se dit, moi, j'ai pas envie de gérer mes informations sur ce site-là. Peut-être que justement, je veux profiter d'un autre système d'autorisation. Et c'est là qu'on introduit généralement les OAuth, Google et toutes ces choses-là. Et qu'on introduit encore plus de confusion. Donc, on a OAuth, qui vient nous parler d'autorisation, parce que c'est dans le nom. En fait, c'est principalement de la délégation. On va voir un système, pour lui dire, voilà, moi je veux accéder à une ressource, et on va demander à un autre service à côté, qui est l'Authorization Server, pour dire, est-ce que toi, avec toi, en tant que personne, avec ce client-là, tu peux accéder à cette ressource. Et ça va permettre de donner un accès sans partager les credentials. Ça permet d'accéder à la ressource en déléguant cet accès. Si vous voulez parler d'autres, il y a un monsieur avec une casquette Kangol qui traîne. Il est là. Il sera content de vous en parler. Et il est là. Donc tout ça, ça se connecte à un certain nombre de spécifications. On pourrait penser que l'identité, tout ça, c'est un sujet qui est connu, maîtrisé depuis longtemps, et c'est bon, on a les solutions définitives. En fait, non. C'est en mouvement constant, parce que pour la délégation d'identité, on a OpenID. Pour gérer ça par-dessus du haut, on a OpenID Connect. Pour le provisioning, on a Scheme. On a les self-issued OpenID où, en fait, au lieu d'avoir un serveur OpenID qui vous représente, vous avez juste une clé dans votre navigateur. Il y a plein de choses qui arrivent en ce moment. Donc c'est un sujet qui est en pleine ébullition. Bon, maintenant je suis logué, j'ai mis mon user et mon mot de passe. Ça, en gros, c'est l'authentification. L'étape d'après, c'est dire qu'est-ce que j'ai le droit de faire. Donc, en général, l'idée, ça va être d'expliquer à une machine, à un serveur, est-ce que je laisse passer une requête ou non. Et l'idée, c'est comment exprimer ça de manière simple, facile à maintenir et idéalement qui ne fait pas d'erreur. Donc on a différents modèles d'autorisation. Donc un ou deux dont vous êtes très familier généralement, c'est les ACL, où vous avez une ressource et vous avez une liste de tel utilisateur peut lire la ressource, tel utilisateur peut écrire dessus. Et puis pour chacun des utilisateurs dans votre système. C'est très sympa, c'est très facile et c'est compliqué à gérer parce que du coup on doit tout faire à la main. C'est pour ça qu'à un moment on est arrivé au système de gestion par rôle, donc Role-Based Access Control. ACL c'est Access Control List, RBAC Role-Based Access Control, où en fait on va donner des groupes et un groupe a des droits sur un ensemble de ressources. Donc ça marche pas mal et c'est ce qu'on voit partout. Et un modèle d'autorisation qui se développe de plus en plus depuis un certain temps, c'est Attribute-Based Access Control, qui est en fait un superset des rôles où on ne va pas juste regarder votre présence dans un groupe, on va regarder d'autres attributs, par exemple, c'est fait partie de telle business unit, se connecte depuis tel pays, il est telle heure, aujourd'hui c'est pleine lune, enfin vous avez tout un tas de règles que vous pouvez prendre, et ça vous permet de gérer très très finement vos rôles. Pourquoi on fait ça? Parce que en fait, quand on a la gestion de rôle et qu'on veut mettre des cas particuliers, on doit recréer des nouveaux rôles très spécifiques pour les donner aux utilisateurs, et on se retrouve dans une boîte avec 100 personnes avec 10 000 rôles existants dans le système. Et ça devient ingérable. C'est pour ça que la BAC est devenue un peu intéressant pour la gestion d'accès. Bon, ça c'est en théorie. Et en théorie, c'est bien parce que tout se passe bien. Vous la connaissez. En pratique, qu'est-ce que ça va être? La plupart du temps, ça va être des gros enchaînements de blocs if à répéter un peu partout dans vos systèmes. Et puis si un jour vous oubliez de protéger une ressource, pouf. Donc il y a des modèles assez cool, mais très souvent on va les recoder à la main. Et dans je vais dire le meilleur des cas, mais c'est du Spring. Il y a des frameworks, typiquement Spring Security, doit avoir des bidules avec Symfony pareil, où on peut exprimer des choses de manière un peu plus haut niveau, mais on reste lié à un langage et on reste lié très souvent à un framework web. Donc si on veut ça sur une archi qui est un peu polyglotte, ce n'est pas une solution qui va nous permettre d'être extrêmement carré pour avoir un modèle d'authentification et d'autorisation surtout un peu raisonnable et un peu cohérent sur toute l'archi. Donc vous allez généralement tomber soit dans ce que votre framework vous propose,
ou des solutions externes qui sont généralement vendues, hein, c'est quand même un bon business l'autorisation, et qui sont assez prescriptives dans leur fonctionnement. C'est-à-dire il y aura leur manière de faire et vous connectez à leur agent, leur machin, ça. Donc un truc qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est Zanzibar. C'est un système d'autorisation qui a été créé chez Google, qui est basé sur une base graph, où en fait, plutôt que de dire est-ce que mon utilisateur a tel rôle, c'est est-ce qu'il y a un chemin de mon principal vers ma ressource dans le graphe, avec l'accès que je veux. Et donc il y a plusieurs boîtes qui se sont lancées là-dessus. Il y a Carta qui a fait son implème, Odzid, et je crois que Ozo, ils ont fait aussi le leur. Il y a des systèmes comme Open Policy Agent, où il y a un petit langage de policies et un agent qui se met en sidecar à côté de votre service, ou Casbin qui s'intègre un peu dans tous les langages. Mais en gros, tous ces trucs-là, en général, vont prendre la main. Et ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir intégrer directement dans votre archi, c'est plus quelque chose autour duquel vous allez construire votre archi. Donc pareil, ce n'est pas toujours une solution satisfaisante. Et en particulier Zanzibar, comme tout ce qui vient de chez Google, ça marche parce que c'est chez Google. Si vous essayez de le reproduire dans votre coin sans avoir les ressources de Google, en général, ça se passe un poil moins bien. On aimerait tous avoir Spanner chez nous. Ok, on va dire que l'identité, c'est bon, c'est géré, c'est fini. L'autorisation, on a trouvé un super framework, ou alors on code tout à la main, parce qu'on est des foufous, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est la glue. Puisque au début, si on envoie le user et le mot de passe à chaque requête, c'est pas extrêmement satisfaisant comme solution. Et dans d'autres archis, il va falloir faire un peu de call pour, pour tout mettre ensemble. Alors, la manière la plus simple, c'est d'utiliser des sessions et des cookies pour ça. Alors, une session, de base, c'est juste prendre plusieurs événements indépendants et qui fassent sens ensemble. Ça peut être une session TCP qui va être reliée par les numéros de port. Et ça peut être une session HTTP où en session HTTP, on va plus imaginer de l'état côté serveur. Et c'est ce qui s'est passé pendant très longtemps. En gros, le serveur va stocker quelque chose, même sur son système de fichiers. Je crois que c'était ce que faisait PHP à une époque. Je ne sais pas s'il le fait toujours. Mais l'idée, c'est que là, je fais mon post sur login. Le serveur va regarder dans sa base de données s'il y a un compte qui correspond à ces informations-là. Et si oui, on va stocker les infos du compte sur un fichier et on va générer un identifiant unique et surtout aléatoire qui va représenter cet enregistrement. On va le renvoyer au client via un cookie. Et après, c'est la responsabilité du navigateur client de renvoyer ce cookie à chaque requête et qui va nous ramener sur l'état côté serveur et on sait qu'on reste connecté. C'est super simple à mettre en place. Il n'y a pas besoin d'une base de données externe, c'est fait de base, ça marche avec les cookies, c'est un mécanisme très standard et si vous voulez comprendre mieux, il y a un monsieur roux qui parle de cookies, qui doit être quelque part dans le coin. Et c'est super simple à révoquer. Si jamais on veut se logout, si jamais un mot de passe a fuité, on veut couper les accès, on va supprimer le fichier sur le file system. Fin de la discussion, c'est fini. Alors le problème, c'est que c'est pas facile à gérer. Parce que là, on a un seul serveur avec des petits fichiers sur le serveur, c'est simple. Si on commence à vouloir faire du passage à l'échelle horizontale, c'est-à-dire qu'on va mettre plusieurs serveurs qui vous parlent en même temps, ils vont avoir chacun leur système de fichiers, ça ne va pas marcher. Donc il faut commencer à mettre en place des bases de données pour synchroniser tout ça. Et là, ça devient un peu compliqué. C'est pour ça qu'il y a quelques années maintenant, des frameworks web qui n'avaient pas envie de faire une intégration compliquée avec des bases de données dédiées pour les sessions, ont inventé un truc qui était le cookie signé. L'idée, c'est qu'on ne va plus avoir d'état côté serveur, on va mettre directement la donnée dans le cookie. Et pour éviter que l'utilisateur dise n'importe quoi, on va rajouter une signature numérique qui prouve que le contenu du cookie vient bien du serveur. Et comme ça, à chaque requête, en fait, le client va renvoyer l'intégralité de la session plus la signature pour prouver que ce n'est pas une invention de sa part. Ça, c'est super simple à scale out. Il n'y a plus d'état sur le serveur, donc on met des serveurs et tout se passe bien. C'est assez performant. Si on utilise une signature du type HMAC, c'est très rapide à calculer. Il n'y a pas un gros coût en performance à revérifier la signature à chaque état. Par contre, on retransmet toute la session dans le cookie à chaque fois. Donc la taille de ce qu'on y met, ça devient quand même une question.
L'état de session, il est plus privé. Quand on mettait l'état sur le serveur, personne ne voyait l'état dans la session, donc on pouvait mettre des choses un peu sensibles. Là, ça passe en clair dans la requête, donc on ne peut plus mettre n'importe quoi. La configuration devient moins évidente, parce que là, on commence à dépendre d'algorithmes de chiffrement. Donc il y a toutes les questions liées à la crypto qui débarquent, et ça peut être un peu compliqué. Quel algo choisir? Est-ce que l'implémentation est en temps constant, comme ça on ne peut pas deviner des trucs, et ainsi de suite. Et le plus gros problème, c'est que la révocation est plus difficile. Parce que là, à chaque fois, c'est le client qui fournit le truc. Nous, on peut juste vérifier la signature et décider si c'est bien ou pas. Par contre, si un jour on dit ah, moi j'en veux plus, comment on fait? Parce que rien va empêcher le client de continuer à nous donner ce token. Donc ça, c'était il y a quelques années. Les frameworks comme Play, comme Ruby on Rails avaient inventé leur propre système. Et après, ça s'est un peu standardisé. Il y a l'éléphant dans la pièce, maintenant, c'est les JSON Web Tokens, c'est JWT, qui est en gros un payload et une signature, plus tout un tas de complexités. Donc ça permet de faire des cookies signés, ça permet aussi de faire tout un tas de choses autour de l'authentification et l'autorisation dans les API. Il y a des petits problèmes avec JWT, et c'est pour ça qu'il y a un format qui s'appelle Passeto qui est venu en alternative. C'est globalement le même modèle, mais avec des choix un peu plus contraints qui évitent de se tirer des balles dans le pied. Balles dans le pied étant que JWT permet de mettre dans le token l'algorithme de signature qu'on veut, et supporte beaucoup d'algorithmes, y compris des algos qui sont trouvés depuis Mathusalem, genre RC4 et des choses comme ça, qui sont plus sécurisés. Il y a aussi l'algo, pas d'algo. Et parfois, on peut faire un token, on dit en fait, j'ai pas de signature. Alors, ça paraît ridicule, mais c'était un nombre de failles de sécurité liées à ça, parce que les implémentations oubliaient de vérifier qu'on avait dit pas d'algo. Et il y a eu des trucs un peu plus alambiqués avec des bibliothèques où l'API était la même en fonction de est-ce qu'on utilisait une clé, un secret partagé ou une paire de clés. Et on pouvait faire croire à la bibliothèque qu'on avait envoyé un truc signé par une clé privée alors qu'on avait fait un secret partagé. Et pareil, ça a été la source de nombreuses failles de sécurité. La flexibilité des JWT est vraiment le point faible, parce que c'est facile de leur faire des bêtises. Alors, on a notre cookie, on a notre session. Qu'est-ce qu'on va y mettre dedans? Donc le cookie, en fait, le cookie, c'est juste un moyen de persister de l'état entre des appels au niveau de HTTP. C'est vraiment rien de plus. Parfois, on peut générer des liens de partage à durée de vie courte. Alors, ça peut être directement dans l'URL. À ce moment-là, il faut faire attention. On va mettre des trucs à durée de vie plus courte. On va faire un peu plus gaffe à ce que ça autorise à faire. Et quand on va parler à des API, on peut même avoir des headers, enfin des en-têtes, où on va mettre ces infos-là. Donc, c'est juste un vecteur pour transporter de l'information. Le seul truc sur lequel il faut faire vraiment attention, c'est que les cookies, ça marche. Donc, si vous êtes dans le cas où vous avez un navigateur client qui parle à un serveur, le cookie, c'est un bon mécanisme pour persister ça. Quand on commence à vouloir réimplémenter un mécanisme de cookie avec des en-têtes et des trucs genre local storage, en général, on le fait mal et on le fait avec des trous de sécurité. Donc, sur des communications machine vers machine, les en-têtes pour la sécurité, c'est pas mal. Si vous avez juste des gens, des navigateurs qui parlent à des services, le cookie, c'est un très 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 bon mécanisme qui est éprouvé et qui a beaucoup moins de problèmes qu'une solution que vous referiez à la main. Encore une fois, parlez-en à Hubert Sablonnière, elle sera très content de vous dire pourquoi, plus en détail. Alors, qu'est-ce qu'on y met dans ce cookie? Jusqu'à présent, on mettait l'identifiant utilisateur. Facile, comme ça le serveur reçoit ça, ensuite regarde qu'est-ce qu'il y a à faire. Dans certains cas, avec une archi un peu plus distribuée, tous les systèmes ne vont pas avoir accès à la base de données. Et à ce moment-là, on va peut-être avoir envie de précalculer des choses. Et même, on peut quand même avoir un système central qui gère l'autorisation à part. Mais à ce moment-là, le problème, c'est que ça devient un single point of failure. Si votre serveur d'hôte est appelé à chaque requête et qu'il tombe, il tombe et toute votre infra tombe. Donc ça, c'est toujours le choix qu'on va faire quand on va décider est-ce qu'on va revérifier les requêtes à chaque fois à un système central ou alors est-ce qu'on précalcule de quoi gérer les droits et on diffuse. C'est est-ce que je veux un truc qui emmène toute mon infra par terre quand il tombe ou alors est-ce que j'accepte qu'il y ait de la latence sur les changements de droits. Alors,
c'est pas un choix binaire, c'est vraiment un curseur qu'on peut mettre entre les deux. Et en particulier, les solutions pour améliorer les choses. Si vous avez des jetons qui sont sans état, donnez-leur une durée de vie courte, quitte à ce qu'il faille les rafraîchir régulièrement. Du coup, il reste un peu d'état, mais c'est plus à chaque requête. Et puis, vous pouvez le faire hors des requêtes clients, donc vous pouvez réessayer de les obtenir et ainsi de suite. Ça permet de planquer des erreurs temporaires du système d'hôte sous le tapis sans qu'il y ait vraiment de disruption pour les gens. Et le dernier point qui est le plus important et qu'on ne fait jamais et que moi je n'ai pas fait jusqu'à ce que j'en ai besoin, c'est penser à qu'est-ce qui se passe si je veux révoquer des accès. Est-ce que je suis capable d'identifier des jetons individuellement et est-ce que j'ai une infra pour dire à tout le monde arrêtez de les accepter. On peut aller du très simple, une variable d'environnement avec une liste d'identifiants de tokens à rejeter, à des trucs très très compliqués. Commencez simple, assurez-vous d'avoir un truc simple dispo sous la main le jour où vous aurez envie de révoquer des accès en quelques minutes, parce que sinon ça ne sera pas drôle. Donc là, de nos jours, on a tendance à aimer les archis distribués, microservices, des choses comme ça. Donc comme a dit Clément, la gestion d'état devient compliquée à ce moment-là, parce qu'on ne veut pas causer au service d'autorisation, à la DB utilisateur, à chaque point. Imagine, on a une série de requêtes qui passent sur 10, 15 microservices. Si à chaque fois on doit faire cet appel-là, ça va être intenable. Et donc, il y a le mécanisme d'atténuation, notamment parce qu'on ne fait pas confiance à tous les microservices. Donc, on veut que l'accès qui est lié à cet ensemble de requêtes soit réduit. C'est-à-dire que le service de gestion d'envoi d'email, peut-être qu'on ne veut qu'il ait accès qu'à l'email, pas à tous les stocks liés à l'utilisateur. Le service de gestion des stocks, il n'a pas forcément besoin d'accéder à l'adresse de l'utilisateur. Donc on veut avoir un contexte qui s'ancre sur l'utilisateur, sur le principal, sur ses accès, mais réduire, quand on parcourt notre système, réduire ces accès-là. Alors donc le concept d'atténuation est arrivé, et donc c'était cette idée, est-ce qu'on peut réduire ça? Donc, avec un système d'autorisation centralisé, c'est pas compliqué. Je vois la requête qui arrive et j'ai tel service qui demande est-ce que moi je peux accéder à telle donnée avec le token de l'utilisateur, et le service central dit toi tu es le service des stocks, donc tu as accès aux cartes, mais tu n'as pas accès à l'adresse. Voilà. Et ça marche bien, mais comment est-ce qu'on pourrait s'arranger pour rendre ça plus gérable? Parce que ça fait quand même beaucoup de rôles, beaucoup d'accès à un système central. Et c'est ce qu'on voit notamment avec les IAM AWS, où on se retrouve à créer plein de credentials différents pour plein de systèmes et plein de rôles selon les besoins. Et puis en plus dans AWS, donc on peut créer des rôles qui ont moins de droits que le rôle qui le crée. Ça marche très bien. Par contre, il faut aller parler à IAM, attendre que les credentials reviennent et tout. C'est de la latence. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire à la volée. Typiquement, c'est quelque chose qui va être relativement statique dans votre infra. Vous les prévoyez à l'avance, mais vous ne pouvez pas décider à la volée. Tiens, j'ai une requête avec tel contexte. Est-ce que je peux créer un rôle à la volée? En général, vous n'allez pas appeler IAM pendant que vous traitez une requête. Vous le traitez en avance. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui va être plus compliqué. Donc là, peut-être qu'il y a une meilleure solution qui existe. Et un travail qui avait commencé chez Google sur les macaroons, c'est sur cette idée d'atténuation offline. J'ai un token qui représente des accès, qui représente une autorisation. Est-ce que, avec ce token, je ne pourrais pas juste créer un token qui a moins de droits? Et donc, les macaroons, c'est basé sur cette idée-là. C'est une petite bricole en crypto basée sur l'algorithme HMAC, où le token comporte généralement une indication d'identité, et on peut ajouter ce qu'on appelle des caveats, qui sont des conditions sur l'utilisateur, sur la requête. Et donc, je peux par exemple, avec un token existant, lui ajouter une condition qui dit « Maintenant, je n'accepte que telle opération » ou « Ce token est valable jusqu'à cette date-là ». Et en fait, quand on va recevoir le macaroon, on va se passer toutes les conditions et on va tout vérifier. Et donc, de là, se dire « Ah, mais je peux prendre mon token, je peux l'envoyer ailleurs et réduire les accès petit à petit », c'est cool, on peut faire ça. Sauf qu'il y a un petit problème dans les macaroons, c'est la crypto qu'il y a derrière est basée sur une clé secrète. C'est-à-dire que le système qui crée le token doit connaître une clé secrète,
le système qui vérifie le token doit connaître la même clé secrète. Donc quand vous êtes sur un certain nombre de microservices auxquels vous ne faites pas tous confiance, ou même le token peut passer par une boîte à côté parce qu'il y a un ça, c'est intéressant pour un truc, bah là votre token risque de fuiter. Ou la clé route qui permet de créer des tokens avec n'importe quel accès va fuiter. Et ça, c'est un peu embêtant avec les macarons. Donc on a cherché d'autres solutions. Ouais. Faut voir, le papier sur les macarons, c'est un papier qui a été assez influent. Il y a eu quelques implémentations de déploiement de macarons, mais c'est un peu plus le groupe de prog rock un peu obscur. Il n'a pas eu de succès. Par contre, tous les gens qui ont été au concert ont monté leur groupe derrière. C'est un peu ça les macarons. Il y en a eu en prod dans mes 2 dernières boîtes et dans ta boîte précédente. Ça marchait pas mal. Moi, j'en ai fait pendant 4 ans. C'était une bonne solution, mais clairement, le secret partagé, c'était un vrai problème. Ça se gère. L'idée, c'est de faire plein de secrets partagés. Comme ça, s'il y en a un qui leak, un qui fuite, ça va limiter l'impact. Mais du coup, on se retrouve à devoir gérer une infra de quel secret utiliser. Et clairement, les infras de distribution de clés, c'est pas un problème qui est encore bien réglé, pour le dire gentiment. Et l'autre point aussi, c'est que les macarons, en fait, le contenu du macaron, c'est du contenu totalement non structuré. Donc quand on veut faire des macarons dans une archi, surtout avec des systèmes qui ont différents langages, eh ben on se retrouve à devoir recoder des parseurs pour le langage qu'on a mis dans le macaron, dans tous les langages, et ça devient un peu compliqué de distribuer ça correctement et de ne pas faire d'erreur dans le parsing, parce que comme on est sur du code qui gère de l'autre, le parsing, ça devient quelque chose d'assez sensible. Donc c'est une super base qui donne un modèle vraiment puissant. Par contre, en pratique, il y a eu pas mal de limitations sur le format et sur la crypto qui nous ont amené à réfléchir à d'autres choses. Et donc là-dessus, on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une meilleure solution? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux? Par exemple, combiner cette idée des JSON Web Tokens, où on a de la clé publique, on peut créer un token à un endroit, le vérifier à un autre, et avoir cette atténuation des macarons. Et donc, c'est les biscuits. Donc, Biscuit, c'est un projet sur lequel j'avais commencé à bosser quand j'étais chez Clever Cloud, parce qu'on avait des besoins d'autorisation distribuée, et qui depuis est vraiment devenu un projet open source plus large, qui se crée sa communauté, avec des implémentations en Rust, Haskell, JS, Go, Python. Et on a fait toute une spécification qui décrit le token lui-même, son format, sa crypto, qui décrit le langage d'autorisation et son exécution. Moi, j'ai rejoint Biscuit un peu après. En fait, je passais 4 ans à mettre du macaron en prod sur toute la plateforme de mon ancien boulot. Et toutes les choses que j'ai dû reconstruire au-dessus de macaron, mis dans nos bibliothèques internes et tout, en fait, c'était des choses que j'aurais bien aimé avoir fournies de base par une solution. Et l'idée, c'était aussi d'essayer de réappliquer cette expérience pour intégrer ça dans Biscuit spécifiquement. Du coup, j'allais embêter Geoffroy sur les issues GitHub en disant « Non, mais les ID de révocation, c'est vraiment très bon. » En fait, il y a beaucoup d'expériences qui allaient dans le concept des biscuits. Donc, pour rappeler, on a le cookie, ça stocke de la donnée, c'est transmis par le navigateur, c'est à utiliser à la fois pour les pubs, mais pour aussi l'autorisation, enfin l'authentification. On peut mettre ce qu'on veut dedans. On peut mettre un macaroon, qui est un petit rocher coco. Donc ce n'est pas le macaron, le biscuit à l'amande, faire très attention. Ce n'est pas non plus le président de la France. C'est un petit rocher coco qui peut s'atténuer à base de HMAC. Et nous, on a le biscuit. Donc ce nouveau type de token qui est un petit peu plus flexible et qui essaie de ramener le meilleur des différents systèmes. Sachant que le meilleur des JWT, ça ne se mange pas, donc on peut juste le regarder et le décoder. Voilà. Donc, un des intérêts principaux en fait, de venir avec du biscuit, c'est de gérer l'autorisation dans un système à microservices. Quand on a, par exemple, une API gateway avec plusieurs services derrière, ou quand on a des requêtes qui se transmettent d'un endroit à un autre. Ça permet en fait d'appliquer ce qu'on appelle le Least Authority Principle, c'est-à-dire de ne donner vraiment que l'accès le plus limité possible pour faire la tâche dont on a besoin. Et notamment, l'un des concepts, c'est que si à un moment, un des systèmes qui reçoit une requête avec un token a été compromis et décide de prendre le token pour aller faire autre chose avec, en fait, il ne pourra rien faire. C'est-à-dire la gateway a parlé au microservice, lui a envoyé une requête.
le microservice, lui, ne pourra rien faire d'autre avec. Il ne pourra pas reparler à la gateway. Donc, c'est des choses qui, pendant longtemps, on se disait, en fait, on ne le fait pas parce que on n'a pas besoin. Mais non, c'était pas qu'on n'a pas besoin, c'est qu'on ne pouvait pas le faire. Ou il fallait à chaque fois causer à un système centralisé qui revalide tout. Et donc, ce qui est compliqué l'architecture. Donc là, maintenant, ce que nous, on essaie d'introduire, c'est un système qui ouvre votre autorisation, qui ouvre des patterns qu'on ne pouvait pas vraiment faire jusque-là. Il y a un autre truc aussi, c'est que quand on commence à avoir une grosse archi, typiquement une archi polyglotte, c'est aussi un des intérêts d'avoir quelque chose d'orienté service, c'est qu'on peut utiliser différents langages en fonction des besoins. Essayer de comprendre ce qui se passe, essayer d'auditer, ça veut en général dire relire le même code écrit avec 5 bibliothèques différentes et dans 3 langages différents. Et ça, c'est assez rapidement compliqué. Parce que soit vous avez un framework un peu haut niveau, mais qui force complètement les manières de faire, soit c'est du code maison. Et là, c'est vraiment aller lire le comportement d'un bout de code très impératif, alors qu'on aimerait bien parler de règles d'autorisation. Et les solutions actuelles, en général, c'est des trucs très liés à des langages. Donc, sur une archive vraiment distribuée, ça devient assez compliqué. Donc, ce qu'on a fait du coup dans Biscuit, c'est de venir avec un langage d'autorisation spécifié. C'est-à-dire que puisque c'est compliqué effectivement d'avoir une implème de chacune de nos règles d'autorisation dans chaque langage, on va avoir une manière de représenter des règles d'autorisation, une manière de les valider, et après les gens devraient pouvoir écrire les règles qu'ils veulent comme ça par-dessus. Et donc dans les spécifications de Biscuit, il y a ce langage d'autorisation, donc qui est basé sur Datalog. Donc c'est un petit langage récent des années 70. Je ne sais pas si vous avez... Ah non, j'ai raté une slide. Non, c'est pas grave, on je fais continue. n'importe quoi. Je me suis trompé. Donc, oui, c'est un petit langage des années 70. Donc ce qui est intéressant, en fait, c'est que si vous avez vu un peu le langage logique, il y a des Datalog, Prolog, des choses comme ça. Datalog, c'est un subset de Prolog qui est très réduit, qui est facile à implémenter, facile à auditer, et où on peut avoir des garanties du style, on sait que l'exécution des règles va terminer. C'est pas que dans Biscuit, en fait. Si vous regardez un peu à droite à gauche, chez Ozo, leur langage Polar, c'est un langage logique. Chez Open Policy Agent, Rego, c'est basé sur du Datalog aussi. Et si on plisse vraiment les yeux, le gros paquet de gestion d'IAM chez AWS, c'est en fait un langage logique derrière avec une grosse DB qui est faite pour ça. Il y a un truc qui est important à comprendre aussi, c'est que c'est un langage qui est simple, ça tourne dans le navigateur. Vous n'êtes pas obligé de démarrer un service pour tester les règles d'autorisation. Dans Biscuit, vous pouvez filer un jeton et un fichier avec des règles d'autorisation et faire tourner ça dans votre ligne de commande et vérifier que ça marche sans être lié à un service. Donc, vous pouvez auditer les choses complètement en isolation avec juste une ligne de commande ou directement dans votre navigateur si vous voulez. Ça permet vraiment d'être plus confiant dans ce qui se passe et de vraiment se focaliser sur la logique d'autorisation et pas être complètement lié à l'intégration spécifique avec un framework web. Il y a un autre truc aussi, c'est que c'est un langage qui est suffisamment bas de niveau pour pas forcer des modèles d'autorisation. Typiquement, Zanzibar, c'est très haut niveau, ça décrit un modèle qui est pratique, mais c'est un modèle parmi d'autres. Là où, d'une part, dans une infra, on n'a pas toujours les mêmes modèles en fonction des endroits où on est. Il y a des cas où on voudra juste quelque chose qui nous donne de l'autorisation, même sans identité, pour les petits scripts, juste vérifier qu'on a le droit de faire tourner, et puis c'est tout. À des trucs plus compliqués avec des règles utilisateurs. Et d'autre part, les mécanismes d'atténuation qui sont présents dans Biscuit, c'est des choses assez nouvelles qu'on commence à explorer. Et clairement, on est loin de pouvoir avoir une vision très prescriptive de ce qu'il faut faire. Il y a des nouveaux patterns qui s'ouvrent et on veut aussi un mécanisme pour les explorer. C'est un point qui est assez fréquent. Si à un moment vous avez un framework d'autorisation qui va vous faire de la gestion de rôle, vous allez tout baser dessus. Et à un moment vous dites ah ouais mais en fait j'aimerais bien de la hiérarchie avec donc hérité de rôles de groupes au-dessus. Est-ce que je peux faire ça? Ah ben ouais mais sauf que le système n'était pas basé pour.
ou tout d'un coup vous décidez de faire comme GitHub et faire une hiérarchie de rôle, mais avec des héritages complètement inversés. Et vous allez vous retrouver dans un système bien bloqué. L'idée de Biscuit, c'est que vous allez écrire un petit bout de datalog pour votre système de base, puis par-dessus, vous avez une API qui vous fait ce que vous voulez, puis à un moment, si vous avez besoin de patterns différents, vous faites évoluer la brique bas niveau d'autorisation. Donc, oui, c'est un datalog. On en revient à ça. Les langages logiques, c'est vraiment le bon outil pour ça. Donc voilà, dans le concept, voilà à quoi ça ressemble. Un langage logique, c'est généralement basé sur des concepts de faits. Donc c'est de la donnée. C'est comme une ligne dans une table, dans une base de données. Par-dessus, on a des règles. Les règles, ça cherche des faits qui matchent un certain pattern. Et si on trouve quelque chose qui match, on peut créer de nouveaux faits. Et en fait, en utilisant ce système-là, on fait des règles d'autorisation qui disent est-ce qu'on trouve une série de faits qui matchent ce qu'on veut. Donc là, par exemple, est-ce que j'ai un fait write qui s'applique au fichier file.txt avec la règle read. Et si c'est ça, si je l'ai, eh ben, je vais autoriser le passage. Et sinon, le token ou l'autoriseur va refuser la requête. Et donc, c'est des règles qui sont très très simples, très réduites, mais qui peuvent avoir des comportements très avancés parce que ça va match sur une quantité de données énorme en très peu de temps. Et puis voilà, là, l'exemple, c'est ma faute, le montre pas. Mais vraiment, la puissance de Datalog, c'est qu'on peut, donc à droite de la flèche dans la règle, par exemple, on peut combiner des faits. Donc on va dire, je veux un fait qui me dit que j'ai le droit sur un fichier, un autre fait qui me dit l'opération courante, c'est ça. Et le moteur Datalog va s'assurer que tout est en correspondance. Donc quand on a des choses un peu hiérarchiques, je ne sais pas si vous avez eu des TP de prologue quand vous étiez plus jeune, mais l'exemple courant, c'est calculer est-ce que je suis le grand-parent de machin. C'est-à-dire on va générer des chaînes de faits en jumelant les faits 2 à 2 et arriver à des choses composées. En gros, faire comme des jointures en SQL, mais de manière extrêmement naturelle, parce que le langage est fait pour ça. Donc, pour des choses vraiment hiérarchiques, ce qui est quand même un besoin courant, c'est extrêmement naturel. Un exemple un peu plus concret. Donc là, on va avoir 2 bouts de datalog, un qui est directement dans le jeton et l'autre qui est la politique appliquée par le service. Dans le jeton, je vais donner des informations sur la personne qui détient le token. Cette personne a le droit d'accéder à toute l'organisation org 1 en lecture et à l'organisation 2 en écriture. Et le compte, donc les comptes appartenant à des organisations, le compte numéro 1, j'ai aussi le droit en écriture. Et le token va pouvoir aussi dire, par ailleurs, je ne suis valide que jusqu'à telle date. Donc, le token peut porter des infos, un payload, un peu comme un JWT, mais il peut aussi porter des restrictions, ce qui fait que le token lui-même vérifie ça, et le service qui va l'accepter n'aura même plus besoin de le vérifier. Donc quand on crée un token, si on met des restrictions dedans, on a la garantie qu'elles seront appliquées. Ce ne sera pas possible qu'un service oublie un check, ce qui est une erreur courante. Et de l'autre côté, dans le service, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner des informations. Typiquement, la date actuelle, c'est ça, l'opération actuelle, c'est ça, on accède à telle ressource. Et après, le service va dire quelles sont les règles qui font que j'accepterai cette requête. Là, en l'occurrence, on essaye de faire une requête en écriture sur l'organisation 1, enfin sur le compte 1 qui appartient à l'organisation 1. Et est-ce qu'on a le droit de faire de l'écriture sur toute l'organisation 1? Et si on n'a pas le droit, c'est pas grave. Est-ce qu'on a le droit de faire de l'écriture sur le compte numéro 1? Et avec Biscuit, ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir choisir en fait. Le token, il peut juste porter du contenu, et c'est le service qui va faire toutes les vérifications. Ou alors, on peut faire porter toutes les vérifications dans le token. Et là, c'est une archi assez sympa qui se rapproche de ce qu'on faisait avec les macarons, où on fait très 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 attention quand on génère le jeton, parce que c'est le jeton qui va porter toutes les restrictions. Par contre, si le service, si on oublie des choses, ça va bloquer par défaut au lieu d'autoriser par défaut. On va oublier de dire dans le service, tiens, j'ai oublié de dire qu'on était dans tel organe, j'ai oublié de dire qu'on était dans tel compte. Du coup, quand on oublie des choses côté service, ça bloque par défaut au lieu d'ouvrir par défaut avec les autres solutions. Ça, c'est extrêmement puissant. Et avec Biscuit, en fait, on peut choisir est-ce qu'on veut des tokens un peu légers ou est-ce qu'on veut des tokens avec de l'intelligence dedans. Ça vous permet notamment de jouer en fait sur votre architecture, par exemple. Il y a une nouvelle règle d'autorisation que vous voulez tester.
vous n'avez pas envie de la déployer partout, vous lâchez 2-3 tokens dans la nature avec cette règle et vous voyez si ça casse. Et vous allez pouvoir tester du A/B test d'autorisation, par exemple, c'est ce genre d'idée. Ou quelqu'un a besoin d'un accès vraiment spécifique à un moment, mais vous n'avez pas envie effectivement de redéployer toute votre autorisation dans votre système. Vous lui faites le token qui a cet accès-là et vous portez toutes les règles dedans. Donc c'est très 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 puissant et on peut vraiment gérer aux petits oignons l'autorisation. Mais on n'a pas que ce concept de on a la donnée dans le token et dans l'autoriseur. On parlait d'atténuation tout à l'heure, et on peut le faire avec Biscuit. C'est-à-dire qu'avec un token existant, on va pouvoir créer un nouveau token qui a moins de droits. Alors, ce qu'on fait en Biscuit, c'est qu'on ajoute un bloc, parce que en fait, d'un point de vue données, il y a un bloc de données en protobuf qu'on rajoute, qu'on signe. Et là-dedans, on va pouvoir rajouter donc des checks, donc des vérifications, des conditions sur la requête. Donc, ça peut être effectivement la date. Là, on sait que l'autoriseur il va donner un fact qui correspond à la date, donc on peut vérifier ça. Il peut donner une info sur l'IP, il peut donner une info sur l'endpoint REST sur lequel on parle. Il peut faire pas mal de choses. Et donc nous, on peut se baser sur ces données-là pour faire des restrictions. Et encore une fois, on peut le faire à la volée. C'est-à-dire, en vol, pendant qu'on reçoit une requête, on va pouvoir générer un token atténué à la volée. On n'a pas besoin de parler au système d'autorisation. Donc pour effectivement tout ce qui est ségrégation de droits, on peut le faire complètement à la volée. On va envoyer un token à un service. Et en l'envoyant, on va regarder l'adresse IP du service et rajouter la restriction à la volée sans avoir besoin de parler à personne. Donc, un exemple qu'on a là, dont je parlais tout à l'heure, on a l'utilisateur qui a son token, qui a dans le bloc 0, le bloc initial, juste un identifiant utilisateur, qui l'envoie à la gateway. Donc, le gateway vérifie, cet utilisateur, là je connais, c'est bon. Puis maintenant, on va envoyer une donnée à un service en back. Mais qu'est-ce qui se passe si ce service est compromis et essayer de réutiliser le token pour parler à la gateway? En fait, on rajoute un check au token qui dit vérifie qu'il y a bien le fact service 1. Et on sait que quand service 1 reçoit le token, il va fournir un fact service 1, et donc il va pouvoir autoriser le token. Mais si on essaie d'utiliser ça sur la gateway ne fournit pas ce fact. Et donc, on ne pourra pas utiliser ce token-là ailleurs. Donc, c'est un token qui ne sera utilisable que pour faire une query sur ce service. Il ne peut pas être utilisé pour appeler d'autres services, c'est pas possible. Mais on peut aller plus loin. C'est-à-dire que le client a son token qui a son user ID. Plutôt que de faire toujours les requêtes avec ce token-là, à chaque requête, il pourrait atténuer le token et dire, voilà, maintenant j'ai une requête qui n'est valable que pour 1 seconde pour appeler cet endpoint. Et du coup, ça limite très très fortement l'accès, parce que si à un moment ça fuite, si on ne fait pas trop confiance à la gateway, en fait, là, le token ne sera utilisable que pour cette requête-là. Donc on a des patterns qui sont extrêmement puissants grâce à cette atténuation offline. On n'a pas besoin de repasser par un service central qui va avoir sa gestion de droit, ses rôles, sa façon de voir les choses, qui ne correspond pas forcément à celle du client, pas à celle du porteur du token, qui veut peut-être venir avec sa vision des restrictions. Ça marche. Un autre développement qui est assez récent, donc, qui a été implémenté dans l'implément Haskell, parce que c'était facile, c'était littéralement traverse, je suis désolé, et qui a été réimplémenté en Rust, c'est le concept de bloc tierce partie. Dans le modèle standard de Biscuit, c'est le premier bloc qu'on appelle l'autorité. Lui, il a été signé par une paire de clés bien connue. Donc on peut faire confiance à ce qu'il y a dedans. Et du coup, on va utiliser et les faits qu'il y a dedans et les restrictions. Les blocs d'atténuation qu'on va rajouter après, ils ont été rajoutés par n'importe qui. C'est vraiment littéralement le modèle. Donc, par défaut, on va traiter que les restrictions, les checks qui sont dedans. Et les faits qui sont rajoutés, ils sont visibles à l'intérieur du bloc, mais on n'en tient pas compte lors de la vérification parce que c'est le but, n'importe qui a pu rajouter ce bloc. Les blocs tierce partie, ça permet justement de commencer à refaire confiance à ces faits à l'extérieur du bloc, en justement les liant avec une paire de clés qui est connue. Donc comme ça, on peut avoir un token composite qui contient des sources de vérité venant de plusieurs services, et tout est compris dans le token. Et à la fin, non seulement le service qui vérifie le token peut aller chercher de l'information dans différents blocs, mais les blocs eux-mêmes entre eux peuvent utiliser ces informations-là pour implémenter des checks. L'exemple typique, c'est j'ai une photo sur Dropbox,
et je veux générer un jeton qui va permettre à mes amis Facebook d'accéder à cette photo. Et ben dans le jeton, on va dire, vérifie que tel serveur, tel service avec telle paire de clés me donne cette information-là. Et à ce moment-là, ça va être charge au porteur du jeton d'aller demander à Facebook coucou, est-ce que tu peux prouver que je suis ami avec machin, le rajouter au jeton et ensuite envoyer ça sur le serveur. Et le serveur qui vérifie aura une preuve qui vient de chez Facebook sans avoir à parler à Facebook. Donc à partir du moment où Facebook dit moi je sais mettre des tokens, des blocs avec tel format qui décrivent les infos, n'importe qui peut s'en servir sans avoir à parler à Facebook lors de la vérification. C'était une des grosses fonctionnalités des macarons qui était un peu compliqué à mettre en pratique. Avec les biscuits, c'est inclus de base. Donc ça, c'est le gros développement en cours. Ça a été implémenté en Rust et en Haskell. Maintenant, le but, c'est d'implémenter ça dans d'autres langages. Par exemple, la bibliothèque Java, qui aimerait bien un peu d'amour, pour pouvoir supporter ce pattern-là. On cherche des devs Go aussi d'ailleurs, hein. Parce que sinon c'est moi qui l'écris et je suis pas très bon en Go. On bosse aussi sur des algos différents. Biscuit est basé sur les signatures avec la courbe Edward 25519, qui est assez répandue. Mais si on veut par exemple utiliser un HSM, un Hardware Security Module, donc un bout de hardware qui sait faire des signatures, la plupart de ces choses-là sont certifiées pour des algos qui ne sont pas le 25519. Donc c'est du ECDSA sur des courbes elliptiques différentes. Donc là, on est en train d'ajouter le support pour ça. Il y a un autre truc qui est très intéressant, c'est WebAuthn, qui est une suite d'API disponible dans le navigateur pour gérer tous les sujets d'hôtes. Et en particulier, ce que ça permet de faire, par exemple, c'est le support si vous avez une YubiKey. Vous la branchez et pour un service donné, la YubiKey va générer une paire de clés. Et vous allez pouvoir prouver au service que vous détenez bien cette clé en signant des choses. L'idée, c'est de pouvoir utiliser les signatures de cette YubiKey, ou il y a ça sur votre téléphone, pour associer ça à un token. Soit directement signer le token avec cette clé, soit faire un token qui n'est valide que s'il est re-signé par cette clé via un bloc sur partie, des choses comme ça. Ça va encore ouvrir des trucs rigolos, je ne sais pas encore quoi, mais j'ai bon espoir. Voilà. Et donc là, après, par-dessus tout ça, on continue à bosser sur le langage, ajouter de nouvelles manières d'autoriser, des règles un peu plus flexibles selon les besoins. Donc il y a encore pas mal de boulot, c'est en pleine évolution et c'est du travail qui est assez intéressant. Et sinon, il y a des web components si vous avez envie de faire du CSS et tout, parce que nous, on n'est pas très fort. Il y a vraiment plein de petits trucs à faire. Si vous voulez, n'hésitez pas à venir nous parler, il y a des canaux de discussion. Voilà, donc bon, pour faire le tour, donc l'authentification, l'autorisation, on pensait que c'était un problème résolu et c'était un problème résolu peut-être il y a 10 ans, mais en fait non. Maintenant, on est en train d'interconnecter plein de systèmes en même temps, de faire du single sign-on, de gérer l'identité d'un service d'un autre, et il y a celui qui tout les fait, il y a celui qui gère les sessions, etc. On est dans un monde connecté. La gestion de l'identité, c'est compliqué, mais il y a énormément de gens qui bossent dessus. Par contre, sur l'autorisation, c'est encore un peu flou là. Et donc, du coup, nous, on essaie de pousser sur des patterns un peu différents pour ouvrir les systèmes, essayer de partager un peu l'autorisation entre les systèmes. Donc, c'est un sujet où je vous encourage de regarder un petit peu, de revoir votre système, votre archi microservice, vous demander est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'ouvrir un peu, parce qu'en fait, il y a plein de choses intéressantes que vous pouvez faire avec ça. Et en conclusion, faites du datalog. Le datalog, c'est cool. Yeah.